Marcher, sauter, se lever ou se pencher, notre quotidien est rempli d'agitation et de mouvements. Nous exigeons à notre corps de fournir sans cesse des positions qui seraient nullement possible de les produire sans notre colonne vertébrale. Cet empilement de 33 vertèbres nous offre une locomotion pour sillonner le monde si on le veut. Il assure aussi des fonctionnements relativement contradictoires, être solide et mobile à la fois. Après vous avoir présenté le crâne, nous vous invitons dès à présent à découvrir la deuxième cavité. On va commencer par parler de la composition et de la division de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale est composée de corps osseux qui sont les vertèbres en nombre de 34 à 35, de disques intervertébraux qui servent d'amortisseurs entre deux vertèbres successives et des éléments associés qui sont les ligaments, les muscles qui assurent la cohésion et la mobilité de l'ensemble. La colonne vertébrale est divisée sur le plan anatomique et fonctionnel. On distinguera donc une division anatomique et une division fonctionnelle. Sur le plan anatomique, elle est divisée en rachis cervical qui est composé des 7 premières vertèbres appelées donc vertèbres cervicales, le rachis thoracique ou dorsal qui fait suite au rachis cervical et qui est composé de 12 vertèbres thoraciques, le rachis lombaire qui est formé de 5 vertèbres lombaires, le sacrum formé de 5 vertèbres sacrées et enfin le coccyx formé de 4 à 5 vertèbres coccygiennes selon l'individu. Sur le plan fonctionnel, la colonne vertébrale est composée de colonne mobile qui est formée par le rachis cervical, thoracique et lombaire, tous formés par des vertèbres reliées entre elles par des disques intervertébraux formant donc des articulations. C'est grâce à cette colonne mobile justement qu'on arrive à bouger la tête, à basculer le dos, à se pencher en avant et à réaliser les différents mouvements du tronc. La colonne fixe par contre est formée par le sacrococcyx qui sont des vertèbres soudées entre elles et donc automatiquement immobiles. La colonne vertébrale est divisée en plusieurs segments, le segment cervical, thoracique, lombaire et sacré, également en segments mobiles et segments statiques, mais elle est aussi divisée en différentes colonnes. Cette division en colonnes est faite d'avant en arrière. La première division parlait de colonne antérieure statique formée par les corps vertébraux et la colonne postérieure dynamique. Ensuite vient une division appelée division de Denis qui divise la colonne en 3 colonnes. La colonne antérieure, la colonne moyenne et la colonne postérieure. La colonne antérieure est formée par le ligament vertébral commun antérieur, la moitié antérieure du corps vertébral et la moitié antérieure du disque intervertébral. La colonne moyenne, formée par la partie postérieure du corps vertébral, la partie postérieure du disque intervertébral et le ligament commun postérieur. Elle est en rapport direct avec la moelle. Enfin, la colonne postérieure, c'est tout l'axe postérieur formé par les pédicules, les lames, les facettes articulaires, les apophyses transverses et épineuses. À cette division, Roy Camille va rajouter un segment important, c'est le segment vertébral moyen. C'est l'ensemble des éléments osseux qui entourent le canal rachidien, assurant ainsi la protection de la moelle épinière. Il comprend le mur vertébral postérieur, les pédicules et les apophyses articulaires latéralement et la partie initiale des lames en arrière. Cette division de la colonne vertébrale en colonne antérieure, moyenne et postérieure est très importante à connaître car elle est impliquée dans les différentes lésions traumatiques du rachis vertébral. Vue de face, la colonne vertébrale apparaît rectiligne comme vous pouvez le voir. Par contre, vue de profil,
Donc, je disais vue de profil, dans un plan sagittal médian, la colonne vertébrale est courbée selon un plan frontal. En effet, le rachis cervical et le rachis lombaire présentent une concavité en arrière. Comme vous pouvez le voir, elle est appelée lordose. Le rachis thoracique et le rachis sacré, par contre, présentent une concavité en avant qui est appelée syphose. On va commencer par la description du rachis cervical. Il est formé des 7 premières vertèbres dénommées de C1 à C7 qui se superposent le long du cou. Le rachis cervical décrit, comme on avait dit tout à l'heure, une courbure à concavité postérieure. C'est une lordose. En effet, on le divise en rachis cervical supérieur, appelé également crânio-cervicum, et rachis cervical inférieur. Le rachis cervical supérieur ou crânio-cervicum, c'est la partie la plus mobile de la colonne vertébrale. Il est en effet composé par l'articulation occipito-cervicale, l'atlas qui est la première vertèbre cervicale, l'axis qui est la deuxième vertèbre cervicale. On va commencer par la description de l'atlas. L'atlas, première vertèbre cervicale, c'est elle qui porte la tête. Sa structure est en effet particulièrement différente. Elle est composée par un arc antérieur qui porte en avant un apophyse, c'est l'apophyse odontoïde. Un arc postérieur, le voici. 2 processus transverses, un de chaque côté. Ils sont creusés chacun d'un trou. C'est le foramen transversaire, comme vous pouvez le voir, qui livre passage à l'artère vertébrale. 2 masses latérales, les voilà. Celles-ci présentent à leur face supérieure les surfaces articulaires pour les condyles occipitaux, formant ainsi l'articulation occipito-cervicale. Sur leur face inférieure se trouvent aussi les surfaces articulaires, mais cette fois-ci pour l'axis. Le corps et le processus épineux sont absents au niveau de l'atlas, comme vous pouvez le constater. Le foramen vertébral de l'atlas est particulier parce qu'il est relativement grand. En plus, il porte en avant 2 tubercules qui donnent insertion à un ligament. C'est le ligament transverse de l'atlas. Ce ligament va délimiter dans ce foramen 2 loges. Une loge antérieure pour la dent de l'axis ou le processus odontoïde que vous pouvez voir en vert à ce niveau, et une loge postérieure pour la moelle épinière, visible en jaune à ce niveau. On passe maintenant à la description de l'axis. C'est la deuxième vertèbre cervicale. Son architecture est assez différente de celle de l'atlas. En effet, elle présente un corps vertébral qui est surmonté à sa partie antérieure par un pivot cylindrique, le voici. C'est le processus odontoïde. Celui-ci vient s'emboîter dans la loge antérieure du foramen vertébral de l'atlas et c'est ainsi que l'axis définit un vrai axe de rotation pour l'atlas. Sur la face inférieure du corps se trouve une surface articulaire pour la troisième vertèbre cervicale, c'est celle-là. L'axis présente également 2 masses latérales, les voici, portant chacune les surfaces articulaires avec l'atlas en haut et la troisième vertèbre cervicale en bas. 2 processus transverses, les voici, chacun d'un côté comme vous pouvez le voir. Ces processus transverses sont perforés par un foramen transverse, livrant également passage à l'artère vertébrale. Un processus épineux, il est relié au processus transverse par 2 lames. Le foramen vertébral de l'axis, comme vous pouvez le voir,
est grossièrement grand, mais pas autant que celui de l'atlas. Il faudra noter qu'il n'existe pas de disque intervertébral entre l'atlas et l'axis comme vous pouvez le voir. Celui-ci est également absent entre l'atlas et l'occiput. Après avoir décrit le rachis cervical supérieur, on va maintenant parler du rachis cervical inférieur. Il est formé en effet du reste des vertèbres cervicales de C3 à C7. Chaque vertèbre cervicale inférieure est formée par un corps vertébral, le voici, qui est présent sur ses surfaces supérieures et inférieures des facettes articulaires avec la vertèbre sus et sous-jacente. Les processus transverses, les voilà, un de chaque côté, perforés également par un foramen transversaire, livrant passage à l'artère vertébrale le long du rachis cervical inférieur. Deux processus articulaires latéraux, les voilà, pour les vertèbres sus et sous-jacentes, séparés du corps par les pédicules. Enfin, un processus épineux, relié au processus articulaire par les deux lames, une de chaque côté. Le foramen vertébral est, comme vous pouvez le voir, triangulaire. On arrive maintenant au rachis thoracique, appelé également rachis dorsal. Celui-ci forme le squelette postérieur du tronc. Il est formé par la superposition de 12 vertèbres thoraciques. Il dessine une courbure concave en avant appelée syphose. On va maintenant décrire la vertèbre thoracique. La vertèbre thoracique est composée de deux segments, un corps antérieur et un arc postérieur, tous deux délimitant le trou vertébral. On va commencer par le corps. Il est presque cylindrique comme vous pouvez le voir et présente à décrire deux faces, supérieure et inférieure, et un pourtour. La particularité que présente le corps d'une vertèbre dorsale, c'est la présence dans la partie postérieure de son pourtour et de chaque côté de deux facettes articulaires semi-lunaires, l'une supérieure et l'autre inférieure, destinées à s'articuler avec la tête d'une côte. On va maintenant décrire l'arc postérieur de la vertèbre thoracique. Celui-ci est cylindrique et présente à décrire plusieurs segments. Les pédicules. Ils sont horizontaux, implantés de chaque côté en regard de la partie postérieure du corps. Les voici. Les pédicules sont échancrés sur leurs deux bords. Voici l'échancrure. Et la superposition de deux pédicules de deux vertèbres permet de délimiter le foramen de conjugaison par où émaneront les nerfs spinaux. Les lames. Donc, les lames sont des formations quadrilatères, les voilà. Elles vont s'unir en arrière sur la ligne médiane. Les processus articulaires, ils sont implantés à l'union lame-pédicule. Les voici. On a deux supérieurs, un de chaque côté, et deux inférieurs, un de chaque côté également. Les facettes supérieures sont orientées en haut, en arrière et en dehors. Les facettes inférieures, quant à elles, sont orientées dans le sens opposé, en bas, en avant et en dedans. C'est justement cette orientation qui permet à deux vertèbres de s'articuler entre elles. Le processus transverse, les voilà, ils sont implantés, comme vous pouvez le voir également, à l'union lame-pédicule. Ils servent de point d'appui pour les côtes. En effet, chacun porte une facette articulaire où vient s'articuler une tuberosité d'une côte. Notez que ces facettes articulaires sont absentes pour la première et la dernière vertèbre dorsale. Le processus épineux, le voilà,
Il est implanté, comme vous pouvez le constater, à l'union de deux lames. Il s'incline fortement en arrière avec une tendance à la verticalisation pour les vertèbres dorsales les plus inférieures. Il est volumineux et lent, de forme grossièrement prismatique triangulaire. On arrive enfin au foramen vertébral, celui-ci, qui est relativement petit et de forme circulaire. On avait dit que chaque corps d'une vertèbre thoracique présentait au niveau de la face postérieure de son pourtour une facette supérieure et inférieure pour la tête d'une côte. En effet, chaque côte va venir s'articuler avec la demi-facette supérieure et la demi-facette inférieure de deux vertèbres voisines. On arrive maintenant au rachis lombaire. Il forme le squelette osseux postérieur de la cavité abdominale. Il dessine une courbure concave vers l'arrière appelée lordose. Il est formé de la superposition de 5 vertèbres lombaires. On va maintenant décrire la vertèbre lombaire. Celle-ci est composée comme la vertèbre thoracique par un corps vertébral et un arc postérieur. On commencera par le corps vertébral. Celui-ci est le plus volumineux de toutes les vertèbres, comme vous pouvez le voir. Il ne présente pas sur son pourtour des facettes articulaires pour les côtes, comme pour le pourtour de la vertèbre thoracique. L'arc postérieur. Comme pour la vertèbre dorsale, il est formé des mêmes éléments, avec certaines différences que l'on va citer. Les pédicules, les voici, ils sont très épais, et leur bord inférieur est plus échancré, limitant en haut le trou de conjugaison qui se transforme à ce niveau en un véritable canal en raison de l'épaisseur des pédicules. Les apophyses transverses, ils ont l'aspect d'une lame osseuse aplatie d'avant en arrière presque horizontalement. Celle-ci ne présente pas de facettes articulaires pour les côtes comme pour les vertèbres thoraciques. Les processus articulaires, ils forment d'épaisses lames verticales et leurs facettes sont cylindroïdes. Et on distingue, comme pour les vertèbres dorsales, deux supérieures et deux inférieures. Le processus épineux, le voici, il est très développé, formant une lame osseuse épaisse quadrilatère et dirigée horizontalement comme vous le constatez. Enfin, le trou vertébral est prismatique, triangulaire à côtés égaux. On va parler maintenant du canal vertébral et des foramens de conjugaison. La colonne vertébrale n'est pas seulement une structure osseuse qui assure la mobilité du tronc. En effet, la superposition des vertèbres permet de délimiter une cavité cylindrique destinée à loger une structure neurologique très importante qui est la moelle épinière. Le canal vertébral, appelé aussi canal rachidien, est constitué grâce à l'empilement des arcs vertébraux. Sa forme varie selon le niveau de la colonne vertébrale. Il est triangulaire au niveau cervical et lombaire et quasiment circulaire au niveau dorsal. Il est absent au niveau sacro-coccygien. Ce canal loge la moelle épinière qui est entourée par les méninges que vous pouvez voir en bleu à ce niveau. La moelle épinière va donner naissance à 31 paires de nerfs rachidiens qui quittent justement le canal vertébral par les foramens de conjugaison qui sont délimités par deux pédicules superposés. Ces foramens sont également absents au niveau sacro-coccygien. Nous allons passer maintenant à la description détaillée du sacrum. Il présente à décrire tout d'abord 4 faces, une face antérieure, une face postérieure et 2 faces latérales. Il présente aussi à décrire une base supérieure et un sommet inférieur.
Tout d'abord, la face antérieure, qu'on appelle aussi la face pelvienne, elle est triangulaire, présente une concavité lisse, son bord supérieur est convexe et présente à la partie médiale une structure très importante qui est le promontoire sacré. Elle présente dans sa partie médiale les lignes transversales qui sont en nombre de 4, qui sont les vestiges de la soudure des corps vertébraux sacrés dont on avait parlé précédemment. À l'extrémité de ces lignes transversales se trouvent les foramen sacrés pelviens. Nous allons à présent retourner ce sacrum pour nous intéresser à la face postérieure. Cette face, tout d'abord, est convexe et très irrégulière. Sur la ligne médiane, elle présente la crête sacrale médiane, qui résulte de la soudure des apophyses épineuses des vertèbres sacrées. Latéralement, en partant de ces crêtes, on trouve les gouttières sacrées postérieures, des deux côtés, formées de la soudure des lames vertébrales. On trouve aussi les tubercules postéro internes, qui sont les vestiges des apophyses articulaires. Il est important de noter que les derniers tubercules sacrés sont marqués et forment les cornes sacrées. On trouve aussi les tubercules postéro-externes qui sont plus volumineux que les tubercules internes. Ils résultent de la fusion des apophyses transverses. Entre les tubercules postéro-externes et postéro-internes, on trouve les trous sacrés postérieurs. Passons à présent aux faces latérales du sacrum. Elles sont en nombre de 2, elles sont triangulaires à sommet inférieur, orientées en dehors et en arrière. Elles présentent 2 segments, un segment supérieur et un segment inférieur. Parlons tout d'abord du segment supérieur qui est très étalé, correspondant aux 2 premières vertèbres sacrales, portant la surface articulaire en forme de croissant. Cette surface est articulaire avec la facette correspondante de l'os iliaque. Le segment inférieur, quant à lui, est réduit en un simple bord. On regarde les 3 vertèbres sacrées. Ce segment donne insertion aux 2 ligaments sacro-sciatiques, aux muscles gros fessiers et en bas aux muscles ischio-coccygiens. Parlons à présent des 2 éléments qui nous restent, ce sont la base et le sommet. La base tout d'abord est orientée en haut et en avant. Elle présente au milieu une surface ovalaire articulaire avec la 5e vertèbre lombaire. Latéralement, toujours sur la base, se trouvent les 2 surfaces triangulaires qui sont lisses. C'est les ailerons du sacrum sur lesquels s'insèreront les muscles iliaques. À l'autre bout, on retrouve le sommet du sacrum qui présente une facette elliptique articulaire avec le coccyx cette fois-ci. On arrive enfin à la portion caudale du rachis, c'est le coccyx. Le coccyx, c'est la portion caudale atrophiée du rachis. Il est formé par la réunion de 4 ou 5 vertèbres coccygiennes. On a du mal à le croire, mais il y a vraiment 4 ou 5 vertèbres dans ce petit coccyx. Il est divisé en 2 pièces osseuses. Une pièce supérieure qui est assez volumineuse, triangulaire, à base supérieure, correspondant à la première vertèbre coccygienne. Sa base est articulaire avec le sacrum. Donc le sacrum se continue par cette portion caudale, une pièce inférieure très réduite par rapport à la pièce supérieure et qui est formée par la superposition des 3 ou 4 vertèbres coccygiennes restantes et de grandeur décroissante. Le sommet, quant à lui, donne insertion aux ligaments anococcygiens. Intéressons-nous à présent aux parties qui unissent ces vertèbres. Ce sont les disques intervertébraux. Ils représentent le quart de la hauteur totale du rachis mobile. Rachis mobile, c'est-à-dire les parties cervicales, thoraciques et lombaires, hors les 24 premières vertèbres. Ce disque est un fibrocartilage constitué principalement de 2 parties. L'annulus fibrosus, qui est externe et qui entoure un noyau,
qui est le nucleus pulposus. Tout d'abord, l'annulus fibrosus se compose de plusieurs couches de fibrocartilage circulaire qui sont constituées de collagène de type 1 et de type 2. Le nucleus pulposus, quant à lui, est une substance gélatineuse molle faite de 70 à 80% d'eau qui se densifie et se réduit avec l'âge. Il agit comme un répartiteur et amortisseur des pressions et donc prévient les chocs entre les vertèbres. Une remarque importante à garder à l'esprit, c'est qu'il n'existe pas, comme on l'avait dit plus tôt, de disque intervertébral entre l'atlas et l'occiput, ainsi qu'entre l'atlas et l'axis. À l'autre bout du rachis, on ne trouve pas non plus de disque intervertébral, car au niveau du sacrum et du coccyx, les vertèbres sont soudées entre elles. Après avoir exploré tous ces détails concernant le rachis, on peut subdiviser cette colonne vertébrale en deux segments. Tout d'abord un segment statique qui est formé par les vertèbres et un segment mobile formé par les éléments disco-ligamentaires, ce qui permet une certaine mobilité segmentaire. Ce segment comprend d'avant en arrière le ligament vertébral antérieur, le disque intervertébral, le ligament vertébral postérieur, les capsules articulaires, le ligament jaune qui relie deux lames sus et sous-jacentes, le ligament intertransversaire reliant donc les apophyses transverses, le ligament interépineux qui relie les apophyses épineuses, et enfin le ligament supraépineux qui relie les sommets des apophyses épineuses, qui part de la protubérance occipitale jusqu'au sacrum. Sortons à présent la tête de l'anatomie et allons explorer ce que les évolutionnistes nous disent sur la colonne vertébrale. Elle aurait une histoire qui remonterait au Cambrien inférieur, autrement dit il y a 540 millions d'années. Autant dire qu'Hitler n'avait pas encore toute sa moustache à cette époque. Or, parmi les milliers de fossiles exhumés jusqu'à présent, on accorde le mérite du premier vertébré à Mielokunminga, un autre nom que peu de gens vont retenir certainement. C'est un poisson fossile qui aurait développé une colonne vertébrale primitive, ce qu'on appellerait une notocorde. Cette notocorde a été le début d'une révolution pour cette espèce, mais pour les milliers d'espèces qui en découleraient, et qui règnent au maître depuis des millions d'années. Cette évolution de poisson invertébré vers le tout premier vertébré lui a attribué un atout remarquable. En effet, cette notocorde, couplée à une bonne musculature, a permis à l'espèce d'augmenter sa vélocité et ainsi échapper à ses prédateurs. Mais ça lui a aussi permis de conquérir des territoires qui lui étaient jusque-là interdits. Cette adaptation est due à la pression de sélection du milieu. De nos jours, les descendants de Mielokunminga sont regroupés en un groupe monophylétique très varié qu'est les vertébrés. Les vertébrés comptent parmi eux les plus grands animaux, les plus rapides et même les plus insolites. Et selon cette théorie, Mielokunminga serait notre grand-mère à tous. Alors que vous y croyez ou non, dites-le nous en commentaire et dites-nous surtout pourquoi. Notre bibliographie pour ce cours inclut les enseignements du Dr Hussein de la faculté de médecine de Béjaïa en Algérie, l'anatomie clinique, le tome 2 de Pierre Camina traitant sur la tête, le cou et le dos, ainsi que The Big Picture Gross Anatomy de David Morton. À très bientôt.